Ce soir, on commence avec quelque chose de très sérieux, les standards de la beauté. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour la vidéo et vous, mais seulement si vous appréciez sincèrement ce que je fais ici. Et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours incroyable de voir qui nous rejoint des quatre coins du monde. Maintenant, baissez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond, et détendons-nous ensemble pour le voyage de ce soir. Amir abonné. Rome et la chevelure blonde. L'histoire d'amour de Rome avec les blondes n'a pas commencé dans un salon. Elle a commencé sur un champ de bataille. Lorsque les légions romaines ont marché vers le nord, en Gaule et en Germanie, elles s'attendaient à trouver des barbares couverts de boue. Ce qu'elles ont trouvé, ce sont des hommes et des femmes imposants, à la peau pâle comme le marbre et aux cheveux couleur de soleil. Les Romains, qui avaient passé des siècles à perfectionner l'art de l'arrogance, ont soudainement découvert quelque chose qu'ils n'avaient pas, le blond naturel. Pour le soldat romain, ces tribus nordiques étaient terrifiantes et séduisantes. Ils criaient, buvaient dans des crânes, et d'une manière ou d'une autre, parvenaient toujours à avoir l'air irritamment radieux en le faisant. Les rapports des lignes de front se lisaient moins comme des dépêches militaires et plus comme des chroniques de mode jalouses. L'ennemi a des cheveux dorés, stop. Brille au combat, stop. Envoyez de l'eau de Javel. L'admiration s'est transformée en commerce. Chaque guerre laissait derrière elle du butin, et pour Rome, cela incluait désormais les cheveux. Les marchands d'esclaves et de perruques ont commencé à collecter les mèches blondes des femmes germaniques vaincues, les lavaient, les parfumaient et les vendaient sur les marchés animés de Rome. C'était la première marque de luxe du monde antique, le blond barbare authentique. Posséder l'une de ces perruques est devenu le symbole de statut ultime. Les épouses des sénateurs se pavanaient dans les forums de marbre, portant des boucles dorées qui avaient appartenu à quelqu'un qui avait essayé de tuer leur mari. La mode à Rome a toujours été légèrement ironique et parfois adjacente à un crime de guerre. Les pauvres ont bien sûr essayé de suivre. Ceux qui ne pouvaient pas se permettre les cheveux importés se sont tournés vers une eau de Javel maison, à base de cendre, de vinaigre et de graisse de chèvre, un mélange qui promettait la beauté mais livrait une guerre chimique sur le cuir chevelu. Les écrits antiques suggèrent que les résultats variaient entre l'or éclatant et le désespoir taché. Les poètes de Rome avaient des opinions prévisibles. Ovide ne manquait jamais un scandale. Il adorait et ridiculisait les blondes. Il les décrivait comme des séductrices, mais des trompeuses. En gros, la version antique de « Ne faites pas confiance aux filles avec des mèches », des highlights. Les moralistes se sont joints pour se plaindre que les femmes romaines abandonnaient la tradition pour la vanité nordique, ce qui, pour être honnête, était vrai. Mais tout le monde le faisait aussi. Et ainsi, dans un acte glorieux de vol culturel, Rome a décidé que les cheveux blonds, autrefois sauvages, barbares et étrangers, étaient désormais sophistiqués, romains et divins. C'était un empire sous la forme d'un follicule pileux. Parce que rien ne dit « Nous vous avons conquis », comme porter la tête de votre ennemi en coiffure. Pour l'élite romaine, ces perruques étaient plus qu'une mode. C'étaient des trophées. Vous ne portiez pas seulement une coiffure, vous portiez la victoire. Une épouse de sénateur avec des boucles blondes importées envoyait un message. « Mon mari tue des barbares et je les porte. » La subtilité n'a jamais été le point fort de Rome. Les perruques variaient en fonction du statut. Les bons marchés étaient rugueuses et sentaient légèrement le désespoir. Les chairs provenaient de femmes nordiques soigneusement sélectionnées. Des mèches vierges de luxe, comme on pourrait dire si l'on n'avait pas d'âme. Les Romains riches les stockaient dans des coffrets en ivoire comme des reliques à côté de leurs bijoux et de leur décadence. Des hommes aussi s'y sont mis. Certains sénateurs portaient des perruques blondes pour cacher la calvitie, parce que rien ne dit « je dirige le monde connu » comme se faire passer pour un Gaël de 20 ans.
D'autres teignaient leurs cheveux gris avec les mêmes concoctions que les femmes, finissant généralement par être orange et légèrement inflammables. Les poètes ont eu leur journée prévisible. Juvénal a raillé que la moitié des femmes de Rome avaient des têtes germaniques mais des cœurs romains. C'était censé être une insulte. Elles l'ont pris comme un compliment. L'ironie, bien sûr, c'est que pendant que les femmes romaines étaient occupées à imiter leurs captives nordiques, ces barbares trouvaient les Romains ridicules. Les cheveux clairs étaient naturels pour eux, pas un symbole de statut. À Rome, c'est devenu l'ultime démonstration de richesse et de vol. La mode comme conquête et la beauté comme propagande. Ce n'est qu'à Rome qu'un cuir chevelu pouvait être une déclaration sociale. Tous les Romains ne pouvaient pas se permettre une perruque faite à partir du cuir chevelu d'un barbare vaincu. Pour les moins fortunés, il y avait une autre voie vers le blond. La guerre chimique auto-infligée. Les manuels de beauté romains proposaient des dizaines de recettes pour atteindre cette couleur dorée tant convoitée. Malheureusement, aucune n'incluait la sécurité. La formule la plus courante était un mélange délicieux de cendre de bois, de vinaigre, de graisse de chèvre et de soufre. Une odeur qu'un poète a décrite comme « le parfum du regret ». Elle fonctionnait en brûlant les cheveux jusqu'à ce qu'ils cèdent. Les femmes s'asseyaient au soleil, la tête couverte de cette pâte caustique, espérant paraître divines, mais ressortant plutôt comme des épouvantails brûlés. Certaines ont même importé une poudre de Germanie appelée sapo, réputée pour éclaircir les cheveux sans douleur. Ce n'était pas le cas. Elle coûtait juste plus cher. Étant romain, cela l'a rendue plus populaire. Les femmes riches rivalisaient pour voir qui pouvait atteindre la nuance de blond la plus claire sans une panne totale du cuir chevelu. Le look est devenu tellement à la mode que les plaques de calvitie étaient considérées comme un léger désagrément, une preuve de votre dévouement à la beauté. Les bains publics étaient remplis de femmes qui potinaient sur qui avait le meilleur coiffeur, dont la ligne de perruque était tordue et qui sentait légèrement la chèvre. Les coiffeurs étaient considérés comme des faiseurs de miracles, et certains sont devenus de petites célébrités. Les meilleurs d'entre eux pouvaient blanchir les cheveux sans traumatisme évident, une compétence rare dans un monde sans gants ni conscience. Bien sûr, les hommes avaient des opinions. Les poètes romains adoraient faire l'éloge des vierges aux cheveux dorés, tout en les raillant pour l'utilisation de la teinture. C'est le plus ancien tour du manuel de la misogynie. Inventer la norme, puis insulter les femmes pour avoir essayé de l'atteindre. Ovide, l'éternel dragueur, mettait en garde les amants contre la fausse blonde. Naturellement, ce conseil venait d'un homme qui avait été exilé une fois pour conduite indécente. Pendant ce temps, l'odeur de soufre brûlé et de vinaigre dérivait dans les rues de Rome comme un signe invisible d'ambition. Chaque tête de cheveux brillants avait une histoire, impliquant généralement un empoisonnement léger et un mal de tête de plusieurs jours. C'était la vanité, le dévouement et la guerre chimique combinés en un seul. Le prix de la beauté dans une ville où l'apparence comptait plus que le confort et où la mode était littéralement un sport de contact. Ovide est l'impératrice Popée. S'il y a un homme dans la Rome antique qui a vraiment compris le désordre de l'ambition blonde, c'est Ovide, le poète, le bavard et l'expert autoproclamé en romance, en beauté et en mauvaises décisions. Dans une ville où tout le monde prétendait à la vertu et échouait spectaculairement, Ovide s'est distingué en l'admettant. Son art d'aimer était moins un poème qu'un guide pratique sur la drague, la séduction et l'hypocrisie stratégique. Naturellement, il avait des idées sur la couleur des cheveux. Selon Ovide, rien n'attirait l'attention d'un homme comme les mèches dorées, mais rien ne révélait la tromperie d'une femme plus rapidement que les fausses. Il adorait les blondes, mais pas celles qui travaillaient dur pour la couleur. Un homme classique. Dans l'un de ses nombreux poèmes contradictoires, il faisait l'éloge des vagues dorées qui surpassaient le soleil, pour enchâmer par un avertissement. Mais si elles venaient d'une bouteille, méfiez-vous. Traduction, il aimait le look, mais pas l'effort. C'est la version romaine antique de « J'aime les filles naturelles ». Vous savez, le genre qui passe 3 heures à avoir l'air naturel. Le véritable génie d'Ovide
était qu'il a transformé l'hypocrisie romaine en poésie. Il a ridiculisé les femmes pour s'être teintes les cheveux, tout en écrivant des poèmes sur à quel point elles étaient attirantes à cause de cela. Il se moquait de la vanité, mais s'en remettait pour l'inspiration. Il était essentiellement le premier influenceur beauté de Rome, diffusant des conseils sous forme de poèmes, tout en évitant peut-être d'anciennes petites amies sur le forum. Mais son humour n'a pas plu à la police de la moralité. Auguste, l'empereur qui essayait de rendre Rome à nouveau pure, a trouvé les escapades romantiques d'Ovide moins patriotiques. Après quelques blagues trop osées, notre poète-blogueur beauté a été exilé aux confins de l'Empire, où malheureusement il y avait beaucoup moins de blondes. Même en exil, il ne pouvait pas résister. Il a continué à écrire des lettres à Rome, décrivant avec nostalgie les filles aux cheveux d'or de la ville. On peut l'imaginer fixant la neige dans les Balkans, pensant « Tout cela serait mieux si quelqu'un avait une perruque décente à proximité. » L'exil d'Ovide a prouvé deux choses. 1. Les standards de beauté peuvent vous faire tuer. Et 2. À Rome, même les poètes étaient esclaves de la mode. Ils s'en moquaient, l'adoraient et finalement en souffraient. Si quelqu'un pouvait transformer une mode beauté en politique d'État, ce serait Poppée Sabina. Deuxième épouse de l'empereur Néron, une femme dont les passe-temps incluaient le luxe, l'intrigue et survivre plus longtemps que la plupart des autres amis de Néron. Poppée n'est pas née blonde, mais elle a rapidement compris que l'or, à Rome, est la couleur de la divinité. Et si les dieux ne donnaient pas la couleur naturellement, elle en trouverait une autre. Sa peau était pâle, ses yeux perçants, et ses cheveux, grâce aux teintures importées, aux perruques, et peut-être à une patience divine, brillaient comme la lumière du soleil filtrée à travers du vin cher. Les écrivains romains adoraient sa beauté, et la méprisaient pour cela, ce qui est généralement un bon signe qu'elle faisait quelque chose de bien. Tacite, l'éternel grincheux, l'a décrite comme belle au-delà de toute mesure, mais corrompue en son cœur, ce qui en langage d'historien se traduit par « Elle était magnifique et je suis en colère à ce sujet ». Le régime de beauté de Poppée est devenu une légende. Elle se baignait dans du lait d'ânesse, portait des perles dissoutes dans du vinaigre et possédait suffisamment de perruques pour déclencher une petite mutinerie. Ses cheveux étaient sa couronne, un symbole de statut, de séduction et de guerre politique subtile. Chaque boucle disait « Je contrôle l'empereur et pas vous ». Son influence s'est propagée rapidement. En quelques mois, la moitié de Rome essayait de copier son look. Peau pâle, cheveux dorés et une expression qui disait « J'ai ruiné la vie de 3 hommes avant le déjeuner ». Les boutiques débordaient de poudres éclaircissantes, de perruques importées et de miroirs en bronze. L'air de la ville sentait légèrement le vinaigre, le soufre et l'ambition. Mais être à la mode dans la Rome de Néron était dangereux. Un jour, vous êtes l'impératrice qui lance les tendances. Le lendemain, votre mari ordonne de vous tuer parce que vous avez critiqué son solo de sitar. Selon la légende, Néron a frappé Poppée dans un accès de rage, mettant fin à sa vie. Même dans la mort, elle est restée une icône. Ses statues montraient des boucles blondes fluides, sereines et intouchables. La femme qui a défini la beauté romaine a survécu à son empire dans le marbre et la mythologie. Poppée n'a pas seulement teint ses cheveux en platine, elle l'a transformé en arme. Et comme tout ce que Rome aimait trop, cela s'est terminé magnifiquement et de manière catastrophique. Cheveux blonds. L'hypocrisie impériale et la divinisation de Vénus. Rome avait un talent particulier. Elle pouvait transformer tout ce qu'elle conquérait en une déclaration de mode, même les personnes qu'elle insultait. Les Germains et les Gaulois avaient passé des décennies à être traités de barbares par les poètes romains. Pourtant, leurs cheveux sont devenus le luxe ultime. La civilisation, semble-t-il, était une question de savoir qui portait le cuir chevelu de qui. L'ironie n'est pas passée inaperçue. Pour le Romain moraliste typique, ce genre d'homme éternel qui désapprouve tout. Le blond représentait la corruption, la décadence morale et une quantité inquiétante d'influences germaniques. Pour la femme romaine typique, cela représentait la splendeur. C'était une contradiction culturelle dans sa forme romaine parfaite.
Le blond était barbare, mais irrésistible. La couleur qui signifiait autrefois non civilisé signifiait maintenant riche, séduisant et peut-être dangereux. C'était la même logique qui les a fait adorer les dieux grecs après avoir conquis la Grèce. La domination par l'imitation. Chaque poète et philosophe avait une opinion. Sénèque, le champion stoïcien romain, a probablement donné des conférences sur la vertu intérieure, tout en fixant avec désapprobation les mèches éclaircies de quelqu'un. Juvénal se plaignait que les modes étrangères corrompaient la vertu romaine. Mais si vous lisiez entre les lignes, vous pouviez dire qu'il remarquait beaucoup de blondes dans son quartier. Même Properce, le pessimiste romantique, mettait en garde que les blondes étaient des sorcières trompeuses, ce qui ressemble étrangement à une personne abandonnée par l'une d'entre elles. Pendant ce temps, l'élite romaine transformait le barbare en haute couture. Une épouse de sénateur portant une perruque dorée n'était pas rebelle. Elle affichait son pouvoir. Elle disait « Mon mari conquiert les nations et je complète l'ensemble ». Ses cheveux n'étaient pas blonds parce qu'elle voulait paraître étrangère. Ils étaient blonds parce qu'elle pouvait se le permettre. Bien sûr, les barbares s'en fichaient. Ils ne lisaient pas la poésie romaine. Ils étaient trop occupés à brûler des forts et à vivre gratuitement dans les cauchemars de Rome. Pendant que Rome se disputait sur la couleur des cheveux, la Germanie aiguisait des épées. C'était le cœur de l'hypocrisie romaine. Ils aimaient la beauté des gens qu'ils méprisaient, volaient leur image, puis l'appelaient sophistication romaine. C'était la mode comme conquête, la transformation ultime de la sauvagerie en chic. Oui, pour Rome, blond signifiait barbare. Mais cela ne les empêchait pas de se blanchir la tête, d'acheter des perruques du Nord et de prétendre que la couleur était indigène. En fin de compte, rien n'était plus romain que de voler ce que vous ne pouviez pas faire pousser naturellement. Rome, comme d'habitude, a trouvé un moyen de transformer la vanité en théologie. Si les gens voulaient se teindre les cheveux, alors les dieux devaient être d'accord. Et ils l'ont fait. Dans l'art, la littérature et l'imagination, les Romains ont progressivement commencé à donner à leur divinité un nouveau look. Vénus, la déesse de l'amour, qui dans les mythes grecs avait les cheveux foncés et le teint olive, a lentement évolué vers une blonde radieuse. Les statues et les fresques la montraient avec des boucles ensoleillées, divines, lumineuses et, de manière appropriée, conforme à ce qui était à la mode sur le forum cette semaine-là. La logique était simple. Si les blondes sont belles, alors la déesse de la beauté doit avoir les cheveux blonds. La validation divine était atteinte. Pas de concile, pas de vote, juste une désinformation culturelle à l'échelle cosmique. D'autres figures ont rapidement suivi. Les nymphes, les muses et les vierges mythologiques ont toutes commencé à apparaître dans des tons dorés. Même Apollon, le dieu d'or de la lumière, a été utilisé comme excuse. Regardez, les dieux préfèrent l'or. C'était une théologie construite sur le marketing. Le panthéon romain s'est transformé en magazine de mode céleste. Bien sûr, tout le monde n'était pas convaincu. Certains moralistes de la vieille école soutenaient que les cheveux foncés représentaient la vertu, la discipline, la modestie et les valeurs romaines saines. Les blondes, en revanche, représentaient la tentation, le luxe et les après-midi passés sans rien faire de productif. En d'autres termes, le paradis. Pourtant, le message s'est ancré. Les cheveux dorés sont des cheveux divins. Les temples vendaient même des talismans et des huiles prétendant éclaircir l'âme et les mèches. Imaginez essayer de prier pendant que la femme à côté de vous demande si votre couleur est naturelle. La tendance a atteint un tel degré d'absurdité que certaines femmes ont affirmé être nées blondes, une impossibilité biologique dans le climat de Rome. Mais la vérité était malléable quand la mode était impliquée. Les hommes écrivaient des poèmes à leur maîtresse avec des boucles embrassées par le soleil, tout en veillant à ne pas mentionner que la plupart de ces boucles étaient détachables. Les dieux s'en fichaient.
Rome était bruyante, décadente et fidèle uniquement aux apparences. Si Vénus devait changer la couleur de ses cheveux pour garder la ville heureuse, qu'il en soit ainsi. En fin de compte, ce n'étaient pas les dieux qui bénissaient les blondes. Ce sont les blondes qui ont rebaptisé les dieux. Rome n'a pas seulement teint ses cheveux, elle a teint le paradis. L'obsession des hommes est le commerce des courtisanes. Ce n'était qu'une question de temps avant que les hommes ne deviennent jaloux. Rome avait beau avoir construit un empire, elle ne pouvait pas résister à un bon miroir. Après des décennies à se moquer des femmes qui couraient après le look doré, les hommes romains ont décidé qu'eux aussi aimeraient ressembler à des seigneurs de guerre nordiques sans les engelures et le paganisme. Cela a commencé avec les jeunes et les vaniteux. Le même genre d'hommes qui passaient plus de temps à s'huiler les cheveux qu'à polir leur armure. Les soldats revenant de Germanie se vantaient non seulement des victoires, mais de la couleur de cheveux de leur ennemi. Quelqu'un a probablement dit « Les femmes là-bas avaient l'air du soleil lui-même ». Et soudain, chaque coiffeur romain recevait des demandes suspectes commençant par « Hypothétiquement, comment pourrait-on éclaircir ceci ?» Bien sûr, les riches ont montré la voie. Les hommes ambitieux ont commencé à éclaircir leurs cheveux avec les mêmes concoctions de soufre et de graisse de chèvre que leurs épouses. Les résultats étaient mitigés. Certains en sont sortis dorés et triomphants. D'autres ressemblaient à du pain trop cuit. L'air était rempli de l'odeur de vinaigre et de vanité. Même les hommes d'État âgés s'y sont mis. La calvitie était la plus grande peur romaine, un symbole visible de la mortalité et de la perte de vigueur. Jules César peignait les restes de ses cheveux en avant, essayant de prétendre qu'il ne les perdait pas. Si le peroxyde avait existé, il se serait plongé la tête dedans avant chaque session du Sénat. Les coiffeurs sont devenus aussi politiquement importants que les philosophes. Ils écoutaient les sénateurs se plaindre de l'honneur tout en appliquant de la poussière de cheveux germanique importée, essentiellement de l'eau de Javel antique. Cela n'éclaircissait pas seulement la couleur. Le soufre rongeait la fierté. La réaction des moralistes fut la crise de nerfs prévisible. « Les hommes se transforment en femmes », criait-il, comme si cela n'était pas arrivé depuis l'invention du vin. Mais la vanité, comme l'Empire, est contagieuse. Bientôt, même les gladiateurs se blanchissaient les boucles pour attirer les fans dans les arènes. Rien ne dit fureur virile comme des mèches dorées scintillant sous la lumière des torches. Au temps de l'empereur Commode, la beauté est devenue une performance. Le champ de bataille et la chambre à coucher étaient des scènes rivales, et tout le monde voulait littéralement briller. Les Romains ont conquis le monde, mais la vraie guerre se déroulait sur leur tête. Dans la ville qui prétendait que la vertu venait de la discipline, la moitié de ses citoyens s'imprégnaient secrètement de vinaigre pour paraître plus barbares. Et cela, en bref, c'est la masculinité romaine. Sandales en cuir, orgueil fondu et une légère odeur de soufre. Chaque empire découvre finalement comment transformer le péché en spectacle. Et Rome, toujours supérieure, l'a fait mieux que quiconque. Au zénith de l'Empire, le blond n'était pas seulement à la mode, c'était une déclaration. Entraient les courtisanes, les professionnels chics, controversés et payeuses d'impôts de la vie nocturne romaine. Beaucoup d'entre elles étaient étrangères, gauloises, germaniques, syriennes, des femmes qui sont arrivées à Rome par la conquête et le capitalisme. Leurs cheveux, naturellement plus clairs que ceux des femmes romaines, attiraient immédiatement l'attention. Lorsque votre profession dépend d'être visible, les cheveux couleur de soleil étaient l'équivalent antique d'un néon clignotant disponible ce soir. Bientôt, même les courtisanes nées à Rome ont commencé à se teindre les cheveux pour s'aligner, non pas parce qu'elles voulaient paraître barbares, mais parce que cela fonctionnait. Les plus riches importaient de vraies perruques de Germanie. Les plus pauvres
risquaient simplement les brûlures chimiques. Sous la faible lumière des lampes à huile de Suburra, le quartier décadent de Rome, tout le monde avait l'air divin. Quoi qu'il en soit, il n'a pas fallu longtemps aux femmes respectables pour paniquer. On pouvait toujours dire qui avait visité la mauvaise pharmacie lorsqu'une épouse de sénateur apparaissait soudainement en public avec une nouvelle nuance de blond, pieuse, suspecte. Du jour au lendemain, la couleur des cheveux est devenue un champ de bataille moral. Les blondes étaient sexy, audacieuses et indignes de confiance, ce qui, bien sûr, rendait tout le monde secrètement désireux d'en être une. Les poètes et les satiristes se sont abattus. Juvénal, l'éternel râleur, a écrit que l'on pouvait repérer une prostituée à ses cheveux jaunes. C'était censé être une insulte. Les femmes romaines l'ont entendu comme « étude de marché gratuite ». Le temple est resté plein, les salons de beauté sont devenus plus occupés et l'hypocrisie est restée parfaitement intacte. Les courtisanes blondes sont même devenues des icônes culturelles. Certaines étaient si célèbres que des hommes écrivaient des poèmes à leurs perruques. D'autres organisaient des salons où sénateurs et poètes discutaient de philosophie entre deux recharges de vin. Quelques-unes ont même réussi à amasser des fortunes qui ont survécu à la durée de vie des hommes qui les payaient. Elles n'étaient pas de simples survivantes, c'étaient des entrepreneuses à une époque où la moralité avait un prix. Pourtant, la société les condamnait toujours tout en copiant leur style. Les mêmes sénateurs qui adoptaient des lois sur la décence se retrouvaient souvent la nuit sous les boucles dorées des femmes visées par ces lois. Rome aimait prêcher la vertu le jour et l'hydratation la nuit. Et rien n'incarnait cela mieux que ces courtisanes blondes, les vraies déesses de la contradiction. Toute mode à Rome finissait par heurter le même mur, les moralistes. C'étaient les troubles faits professionnels de l'Antiquité. Les vieux sénateurs, les philosophes amers et toute personne dont la vie sociale s'était terminée à peu près en même temps que la République. Dès que le blond est devenu à la mode, ils ont déclaré que la civilisation elle-même était en danger. Pour eux, les cheveux décolorés n'étaient pas seulement de la vanité, c'était de la rébellion. Rome, affirmait-il, était corrompue par les mœurs étrangères, ce qui était une déclaration audacieuse de la part d'hommes portant des sandales grecques, citant des philosophes grecs et buvant du vin égyptien tout en criant à la pureté. Le poète Juvénal, le saint patron éternel de la morosité, accusait les blondes d'être trompeuses, lubriques et moralement en faillite, ce qui, dans la société romaine, signifiait qu'elles étaient intéressantes. Il déplorait que les femmes passaient plus de temps devant le miroir qu'au temple. Une découverte choquante qui s'applique toujours aux influenceurs 2000 ans plus tard. Puis vinrent les politiciens. Des lois somptuaires ont été adoptées pour restaurer la vertu romaine traditionnelle. On exhortait les femmes à rester modestes, à éviter le luxe et surtout à ne pas porter les cheveux des germains morts sur leur tête, ce qui, bien sûr, a donné envie à tout le monde de le faire encore plus. Chaque décret du Sénat était suivi d'une augmentation des ventes de perruques. Rien ne se vend comme la désapprobation. La panique s'est répandue dans les rues. Les maris accusaient la teinture blonde du malheur conjugal. Les prêtres mettaient en garde que les cheveux dorés attiraient la jalousie de Vénus. Et les écrivains conservateurs affirmaient que la chute de Rome ne viendrait pas des barbares aux portes, mais des blondes dans la chambre à coucher. On ne sait pas s'ils craignaient la punition divine ou simplement que leurs épouses s'amusaient plus. Mais voici le truc. Rome volait la culture des autres depuis le premier jour. Leurs dieux étaient grecs, leur art étrusque et leur coiffure germanique. Alors, quand ils criaient à l'influence étrangère, ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était « Nous détestons ne pas être les premiers ». La panique morale n'a absolument rien accompli. Rome a continué à blanchir, à teindre et à importer des perruques par tonnes. La ville qui prétendait haïr l'excès y était accro, poudrée, parfumée et parfaitement hypocrite. À la fin du siècle, la panique s'était estompée et les blondes brillaient toujours. Parce qu'à Rome, rien ne dure éternellement, sauf les tendances de la mode et le sarcasme. Politique, divinisation et déclin. Au début de l'Empire, Les cheveux sont devenus plus qu'une mode. C'était de la politique. Rome avait des lois pour tout. Ce que vous pouviez porter,
qui vous pouviez épouser, la quantité de bijoux que vous pouviez afficher, et si le Sénat avait trouvé comment la réglementer, probablement à quel point vous pouviez être blonde. Publiquement, les politiciens prêchaient la continentia, l'idéal romain noble de la retenue, de la discipline et de la majesté. Secrètement, leurs épouses commandaient des perruques germaniques importées par caisse. Chaque blonde sur le forum était une déclaration politique silencieuse. Blond pâle signifiait riche. Cuivré signifiait ambitieux. Trop foncé, conservateur. Trop brillant, scandale. C'était une démocratie de la teinture capillaire et une dictature de tout le reste. L'élite a transformé la beauté en arme comme la législation. Impératrices et nobles rivalisaient pour la domination, non pas par le débat, mais par les nuances d'or. Celle qui brillait le plus sous la lumière des torches remportait la hiérarchie sociale de la semaine. Certaines changeaient même de couleur stratégiquement. Plus foncé pour le deuil, plus clair pour la séduction, quelque part entre les deux quand les potins couraient. Il s'agissait moins de romance que d'apparence, ce qui décrit la politique romaine de manière parfaitement cynique. Même les hommes se sont joints au jeu. Les sénateurs se moquaient des femmes pour leur vanité, tout en engageant secrètement des coiffeurs pour rafraîchir leurs boucles avant les discours clés. Les mêmes hommes qui prêchaient la vertu passaient des heures à épiler les poils gris avec des pinces en argent. Quelques-uns teignaient même leurs cheveux en blond, insistant sur le fait que c'était pour les dieux. Bien sûr, Janus. Mais rien n'a divisé Rome autant que la question blonde. Pour les moralistes, c'était la mort de la tradition, un symbole de corruption étrangère. Pour les aristocrates, c'était la sophistication elle-même, la preuve que même la beauté barbare pouvait être conquise et domestiquée. Pour le citoyen moyen, c'était juste une autre chose que les riches avaient gâchée. La couleur des cheveux est devenue un raccourci pour la classe, la vertu et le vice. Foncé signifiait belle, blonde signifiait dangereuse. Mais le danger, comme Rome le savait si bien, était addictif. Au 1er siècle, on pouvait se promener dans la ville et lire toute sa structure sociale simplement en regardant la tête des gens. Chaque boucle, perruque et mèche poudrée racontait une histoire d'ambition, de luxure ou de pure survie. Dans l'empire qui dirigeait le monde, le vrai champ de bataille n'était pas mené avec des épées, il était mené devant le miroir. Si Rome avait eu un symbole national, ce n'aurait pas été l'aigle, ce serait une perruque blonde. Au zénith de l'Empire, Le cheveu était devenu une marchandise d'exportation, une industrie, et parfois un crime de guerre. Le commerce des perruques était si massif que des chaînes d'approvisionnement entières n'existaient que pour satisfaire la vanité romaine. Les cheveux blonds provenaient principalement de Germanie, où les dons étaient rarement volontaires. Les captives étaient tondues comme des moutons, leurs cheveux vendus à des marchands qui les lavaient, les parfumaient et les expédiaient à Rome en ballots. C'était le premier cas enregistré de capitalisme impérial alimenté par les follicules pileux des autres. Une perruque vraiment luxueuse pouvait coûter plus cher qu'une petite ferme, ce qui d'ailleurs était souvent le moyen de paiement. Les aristocrates se vantaient de leur authenticité avec des cheveux qui avaient autrefois crié dans une autre langue. Posséder la perruque n'était pas une question de beauté. C'était une question de propriété. Rome n'a pas seulement conquis les gens, elle les a portés. Les classes supérieures rivalisaient pour la texture la plus douce et la nuance la plus claire. On dit qu'une épouse de sénateur faisait polir sa perruque quotidiennement par des esclaves avec de l'huile d'olive et du vin parce que les cheveux de barbares doivent apprendre la sophistication romaine. Ce n'est pas une métaphore, c'est une citation réelle d'une femme qui aurait fait une influenceuse de style de vie terrifiante. Les perruques n'étaient pas réservées aux femmes. Les acteurs les portaient sur scène. Les gladiateurs les utilisaient dans des sketchs comiques. Certains hommes teignaient même leur propre perruque pour masquer leur calvitie.
Un sénateur chauve achète une perruque faite à partir de la tête d'une femme barbare. Ce n'est pas seulement de la mode, c'est de l'art de la performance. Inévitablement, Rome a essayé de réglementer. Des édits ont été adoptés interdisant le luxe excessif, ce qui se traduit par « Vous dépensez plus pour votre tête que pour le budget de toute mon armée ». Bien sûr, personne n'a écouté. Quand il s'agissait de perruques, même les stoïciens avaient leurs faiblesses. Au IIe siècle, des quartiers entiers de Rome étaient dédiés aux cheveux, aux coiffeurs, aux perruquiers, aux teinturiers et aux marchands qui pouvaient faire correspondre la couleur de votre cuir chevelu à vos ambitions politiques. La ville bourdonnait de ragots, de parfums et d'ambitions masquées par des boucles blondes. Rome a peut-être dirigé le monde avec ses légions, mais elle a conquis la mode avec des ciseaux. Chaque perruque était une victoire silencieuse, un monument mobile à l'empire, à la vanité et à l'art romain éternel de transformer la souffrance de quelqu'un d'autre en style. Chaque empire s'estompe finalement. Et à Rome, même les tendances capillaires ont eu leur propre chute. Au IIIe siècle, l'obsession blonde qui avait balayé les bains et les chambres à coucher a finalement commencé à perdre de son éclat. Les boucles dorées qui symbolisaient la séduction et la supériorité commençaient à paraître datées. Une partie de cela était pratique. L'économie romaine était en ruine, les frontières s'effondraient, et importer des cheveux germaniques authentiques est devenu compliqué lorsque les Germains étaient occupés à franchir vos frontières. Il est difficile de maintenir ces mèches éclaircies pendant que votre empire brûle. La mode, comme le pouvoir, suit le vainqueur. Alors que le commerce se tournait vers l'Est, le goût a également changé. Soudain, l'élite romaine s'est retrouvée fascinée par la beauté exotique et sombre de la Syrie, de l'Égypte et de la Perse. Le teint olive, les parfums lourds et les boucles noires sont devenus la nouvelle norme. Un message subtil peut-être. Nous avons assez pillé de blondes. Diversifions-nous. Bien sûr, certains traditionalistes ont refusé de passer. On pouvait encore voir l'épouse de sénateur occasionnel s'accrocher à sa perruque blonde comme s'il s'agissait de la dernière flamme de la civilisation. L'équivalent antique de porter du Gucci de la saison dernière à un enterrement. Les poètes les ont ridiculisés sans pitié. « Elle décolore toujours », a écrit l'un d'eux, comme si Rome n'était pas assez pâle. Sauvage. Les marchés de perruques se sont asséchés. Les recettes de blanchiment chimique étaient encore connues, mais elles sont passées de mode. Après des siècles de soufre, de graisse de chèvre et de panique morale, l'air de la ville sentait enfin moins le vinaigre brûlé et plus le désespoir. Mais la fin de l'ère blonde n'était pas seulement un changement de goût, elle reflétait un changement plus profond. Rome n'était plus la conquérante confiante exhibant ses trophées, c'était un empire fatigué, fragile, incertain et en voie de contraction. La vanité exigeait de la stabilité, et le IIIe siècle n'en avait aucune. Au temps de l'empereur Dioclétien, même les lois contre le luxe semblaient inutiles. Il n'y avait pas assez de luxe à interdire. Le rêve blond de Rome est devenu gris, littéralement et métaphoriquement. Pourtant, la mémoire est restée. Les statues, les fresques et la poésie ont conservé le mythe de la divinité aux cheveux d'or. Et même si les pots de teinture étaient vides, l'idée que le pouvoir et la beauté sont de la même couleur n'est jamais vraiment morte. Elle est restée latente pendant un certain temps, attendant la Renaissance pour redécouvrir l'eau de Javel. Rome est peut-être tombée, mais sa vanité a survécu, comme une perruque bien conservée dans un tombeau scellé. Les empires s'effondrent, les langues meurent, les religions évoluent. Mais le mythe de la déesse blonde, celui-là a eu une vie éternelle. Lorsque l'Europe s'est finalement remise de l'âge sombre, quelqu'un a dépoussiéré des fresques romaines et a dit « Ah, oui, ça, refaisons ça ». Les artistes de la Renaissance, toujours fidèles aux vieilles idées déguisées en innovation, ont ressuscité l'idéal blond romain.
Vénus est réapparue dans les peintures, rayonnante d'or pâle, allongée sur des coquillages, ses cheveux ayant l'air étrangement bien entretenus pour une femme née de l'écume de mer. La naissance de Vénus de Botticelli aurait facilement pu être intitulée « Le retour du standard de beauté romain ». L'Église, qui avait autrefois condamné la vanité, a discrètement changé de ton. Les saints, les anges et la Vierge Marie ont commencé à apparaître avec des cheveux blonds scintillants. Le divin était devenu platine. Le Seigneur, semblait-il, avait un goût exquis. Dans les manuscrits médiévaux, Ève, la première pécheresse de l'humanité, avait généralement les cheveux foncés, tandis que Marie, le salut de l'humanité, rayonnait souvent de blond. Un indice, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas seulement la religion. À travers l'Europe, l'or est devenu un raccourci pour la pureté, la grâce et la supériorité morale, les mêmes qualités que les Romains associaient autrefois à leurs captifs germaniques. L'histoire ne se répète pas seulement, elle change de marque. Le mythe de la beauté romaine a migré vers le nord, s'insinuant tranquillement dans le courant de l'art et de l'identité occidentale. Pendant ce temps, les artistes et les poètes ont continué à alimenter cette fantaisie. Les blondes symbolisaient la divinité, l'amour et une perfection inaccessible, tandis que les brunes obtenaient le rôle de séductrices mystérieuses ou peut-être de sorcières. C'était la même hiérarchie inventée par Rome, juste peinte avec un meilleur éclairage. Ironiquement, peu de blondes de la Renaissance étaient naturelles. Tout comme leurs ancêtres romaines, les nobles blanchissaient leurs cheveux avec du soufre, des cendres et le soleil, cuisant leur cuir chevelu sous le soleil toscan au nom de la sainteté. Les méthodes ne s'étaient pas améliorées, seul le marketing s'était amélioré. Les Romains avaient beau être partis depuis 1000 ans, leur influence scintillait toujours dans chaque tableau doré et chaque salon parfumé. Ils avaient réussi l'impossible. Ils avaient colonisé la beauté elle-même. Car tandis que l'Empire de Rome s'effondrait en poussière, son idée de l'apparence du divin continuait de briller, éternelle, dorée et légèrement fausse. En fin de compte, l'histoire d'amour de Rome avec les blondes n'était pas vraiment une question de cheveux. C'était une question de pouvoir. Le genre qui brille en surface tandis que quelque chose de plus sombre se déroule en profondeur. Chaque boucle, chaque perruque, chaque pot de soufre bouillant dans une arrière-cour était un acte d'imitation, de jalousie et d'impérialisme. Les Romains ne voulaient pas seulement être beaux, ils voulaient posséder la beauté. Et quand ils ne pouvaient pas la créer naturellement, ils l'importaient, la conquéraient et la portaient sur leur tête comme une couronne de victoire. Le blond est devenu le symbole du passe-temps préféré de Rome, transformer ce qui était étranger en ce qui était romain. Les mêmes mains qui ont construit les routes et les aqueducs étaient occupées à remuer l'eau de Javel et la graisse de chèvre, désespérées d'imiter les mêmes personnes qu'elles appelaient barbares. Ce n'était pas seulement de la vanité, c'était un vol d'identité à l'échelle d'une civilisation. L'Empire ne s'est pas seulement étendu géographiquement, il s'est étendu esthétiquement. Avoir l'air romain était l'incarnation de la domination. Et incarner la domination signifiait avoir l'air de ce que Rome décidait que le pouvoir avait l'air cette semaine-là. D'une certaine manière, la fièvre blonde a tout révélé sur l'Empire. Ses insécurités, son appétit et son génie pour l'hypocrisie. Rome prétendait à la vertu morale tout en poursuivant le luxe, se moquait des vaincus tout en volant leur style, et construisait des monuments à la discipline tout en organisant des orgies autour du col. C'était une société terrifiée par le déclin et obsédée par la jeunesse, la pureté et le spectacle. Ça vous semble familier ? Aujourd'hui encore, l'illusion persiste. L'idéal romain, clair, impeccable, lumineux, perdure dans l'art, la mode et les films. Nous avons peut-être remplacé le soufre et le vinaigre par la teinture de salon et les filtres, mais le rêve reste le même.
emprunter la beauté à un autre endroit et la revendiquer comme la nôtre. Alors, les anciens Romains aimaient-ils les blondes ? Absolument. Ils les aimaient de la manière dont les empires aiment tout. Avidement, temporairement et sans conscience de soi. Pendant un certain temps, le blond signifiait le pouvoir, la perfection et la faveur divine. Puis il a signifié la décadence, la corruption et l'excès. Mais à travers tout cela, le message est resté le même. La beauté n'était pas seulement une question d'attraction. C'était une question de contrôle. Et comme Rome l'a prouvé, le plus brillant des éclats appartient parfois à une civilisation juste avant qu'elle ne brûle. Bindus, le dieu des eaux courantes. À l'aube de l'ancienne Illyrie, des sanctuaires se dressaient, dédiés à Bindu, le dieu des eaux courantes. Pour les Illyriens, Bindu n'était pas qu'un dieu. Il était la vie elle-même. Son temple se dressait à côté de sources et de rivières. Les femmes étaient les premières à s'approcher de ces autels chaque matin. Elles portaient des bols de lait, de miel et de coquillages polis, une offrande sacrée mêlant la douceur à la pureté. Elles croyaient que Bindu était apparu lorsque la terre avait pleuré pour la première fois. Les temples de Bindu étaient ouverts au ciel. En leur cœur se trouvait un bassin de pierre, constamment réapprovisionné par une source souterraine. Le bruit de l'eau résonnait constamment, créant une litanie sans fin. Les prêtresses et les prêtres étaient les gardiens de ce flux. L'eau était pour les femmes d'Illyrie un miroir de la féminité elle-même, fluide, nourrissante, mais capable d'une force féroce et imparable. Elles étaient les gardiennes de la foi de Bindu. Les rituels les plus simples étaient l'offrande de cadeaux, miel et lait, l'essence même de la vie. Le miel représentait la continuité, le lait symbolisait la nourriture. Les coquillages, polis par la main de la rivière, représentaient l'âme humaine. Les prêtresses, les voix humaines du dieu de la rivière, étaient choisies et consacraient leur vie au service de la rivière. On croyait que les eaux de Bindu pouvaient guérir le corps et l'esprit. Bien que les temples de Bindu se soient estompés, sa présence perdure dans les eaux vives des Balkans.